Bonjour et bienvenue pour continuer nos réflexions sur la Chine dans cette série de vidéos consacrée à la politique chinoise, à l'histoire, à la philosophie et à la politique chinoise sur cette chaîne que j'ai intitulée La Chine selon trois points de suspension pour parler aujourd'hui de Xi Jinping. Ce sera Xi Jinping selon le Ranfeizi. Xi Jinping, c'est l'actuel président de la République populaire de Chine, chacun sait. Et le Ranfeizi, c'est un texte de philosophie désormais classique, depuis longtemps classique en Chine, un grand texte de la tradition de l'école légiste, écrit au IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc à la fin de cette période fort célèbre qu'on appelle la période des royaumes combattants, Zhangguo Shidai. Zhangguo Shidai, c'est la période qui précède la création de l'Empire par Qin Shi Huangdi en 221 avant Jésus-Christ. Et ce texte que je vous montre, le Tao du Prince, dans la traduction française de Jean Lévy, ce Tao du Prince, qui est le titre que l'on donne à ce texte de Ranfeizi, c'est une philosophie politique inspirée du taoïsme, une espèce de néo-taoïsme, taoïsme politique, politisant, très politisé, qui a servi de structure, de colonne vertébrale, si vous voulez, à la politique du premier empereur Qin Shi Huangdi. Bien alors pourquoi tenter un portrait pour le moins anachronique, pourquoi tenter ce jeu philosophique qui consiste à parler de l'actuel président de la République chinoise selon un texte qui lui est antérieur depuis au moins 2300 ans, eh bien, pour des raisons idéologiques qui tiennent à l'actualité des réflexions philosophico-politiques en Chine. Depuis le début des années 2000, avec des penseurs et des hommes d'État de premier rang comme Wang Huning et des universitaires tels que Yang Xuetong, on assiste en Chine à un renouveau de la tradition impériale classique. Une espèce de nostalgie que rien ne peut contenir, voit ou fait revenir au devant de la scène un certain nombre de textes. Confucius, bien sûr, qui avait été honni, banni par Mao, Dadao Kong Jiajian, disait-on, à bas la boutique de Maître Kong. Confucius et d'autres reviennent. Les penseurs légistes, évidemment, aussi. Et toute la question, pour moi, dans cette vidéo que je vais faire courte, simplement pour vous livrer une intuition, et je dirais plus une hypothèse qu'une réponse, qu'une clé ou qu'un sésame définitif. L'hypothèse que je voudrais partager avec vous, c'est l'idée que Xi Jinping n'a pas été choisi au hasard, ce qui est une évidence, mais il n'est pas non plus simplement arrivé là par opportunisme ou simplement parce qu'il aurait été un meilleur stratège que les autres. Je crois que dans ce renouveau de la tradition impériale, dans cette renaissance chinoise, Zhonghua Fuxing, dans cette renaissance chinoise, Xi Jinping correspondait depuis le milieu des années 2000, 2010, il correspondait à l'image, une certaine image du prince, une certaine image du gouvernant que la tradition légiste avait depuis longtemps définie et qui revenait là, au devant de la scène. Il y correspondait sans doute mieux que, alors d'abord que ses prédécesseurs, que Jiang Zemin et Hu Jintao, qui sont des personnages beaucoup plus fades
comme la presse internationale l'a souvent souligné, et il y correspondait aussi mieux que son adversaire, dont la personnalité était sans doute beaucoup trop forte. Je veux dire Bosilai, un homme qui, sans doute, à cause de sa forte personnalité, a pu faire peur. A pu faire peur parce que la concentration des pouvoirs dans les mains d'un homme aussi charismatique que Bosilai aurait pu aboutir à des effets, à une politique tout à fait différente, qui ne correspondait sans doute pas à ce que les élites politiques chinoises voulaient au milieu des années 2000. Alors, ce portrait, c'est quoi? Ce portrait paradoxal d'un homme qui a plus de caractère que ses prédécesseurs, mais qui n'a pas le caractère, la forte personnalité de son adversaire Bosilai, c'est, dirais-je, une personnalité dépersonnalisée, une personnalité capable de s'effacer au profit de la loi. Or, c'est justement ce type de personnalité que le Ranfeizi, le Tao du Prince, décrit comme l'idéal de la politique. Je voudrais simplement vous citer rapidement à la page 93, donc au chapitre 6 du livre 2, alors c'est page 94. Chapitre 6 du livre 2, dans lequel Ranfeizi dit que seuls les princes qui bannissent toute opinion personnelle pour ne se fier qu'à la loi universelle et qui imposent l'intérêt général au détriment des intérêts particuliers pacifient leur peuple, règlent leur pays, renforcent leur État et affaiblissent leurs rivaux. Voilà. Il me semble qu'ici, ce qui est important et qui revient souvent dans ce texte, dans ce Ranfeizi, c'est l'idée d'un prince qui bannit toute opinion personnelle, qui ne fait pas valoir sa personnalité, qui n'affirme pas un caractère, qui n'affirme pas des compétences. J'en veux pour preuve, à l'intérieur de ce même chapitre 6, page 98 cette fois-ci, la phrase qui clôt ce chapitre et que je lis. Les antiques souverains avaient la loi en tel respect qu'ils mettaient tout leur soin à la transmettre à la postérité. Mais quand le prince l'abandonne pour se fier à ses propres talents, la hiérarchie est bafouée. Se fier à ses propres talents, affirmer des compétences, affirmer une personnalité, des opinions, c'est précisément ce que le Ranfeizi déconseille. Parce qu'un homme qui aurait une telle personnalité, une forte personnalité, ce serait un homme qui risquerait à tout moment, justement par ses opinions personnelles et par sa personnalité, de faire écran, de faire obstacle à l'efficacité de la loi. Et je crois que si Xi Jinping a été choisi, c'est parce qu'il n'est pas un homme d'opinion. Il ne cherche pas à faire valoir son opinion. Son opinion, chacun sait qu'elle a été brisée. Je crois qu'il y a là quelque chose de très intéressant qui mérite d'être regardé de près. Parce que lorsqu'on regarde la communication qui se fait autour de Xi Jinping, vous le verrez vous-même en cliquant sur YouTube, en regardant toutes sortes de documentaires à son propos, vous verrez qu'on insiste beaucoup sur sa jeunesse. C'est un jeune éduqué, zhiqing comme on dit en chinois, éduqué et rééduqué, puisque après la disgrâce et le limogeage de son père, qui était un bras droit de Mao, Xi Jinping a connu les campagnes. Il est parti faire son éducation ou sa rééducation dans les campagnes, vivant dans une grande pauvreté, ce qu'il a mal vécu, essayant de s'enfuir, rattrapé à Pékin, renvoyé dans des camps enfermés,
Bon, c'est un homme qui a passé dans ces conditions de vie calamiteuses 7 années environ, 7 années, dormant dans des grottes troglodytes infestées de puces. Et dans les dernières années, après avoir été renvoyé en camp de rééducation, les Dzargaïen, il était étiqueté ennemi du peuple. Donc c'est un homme qui a été véritablement brisé. Sa sœur a connu le même sort et elle en est morte, hein, elle s'est suicidée. Les années, donc ça c'était la fin des années 60, hein, 68 et suivantes, jusqu'en 75, des années particulièrement dures, au cours desquelles on a là un jeune homme, il avait 15 ans, il avait entre 15 et 22 ans, un jeune homme qui a été brisé. Et qui s'est comporté comme un dissident, hein, qui s'est comporté comme un rebelle que la loi a malgré tout brisé. Et qui finit non pas en terroriste, mais au contraire, dans une attitude tout à fait étonnante, que certains psychiatres veulent qualifier de syndrome de Stockholm. Je leur laisse la responsabilité de ce type de diagnostic, mais on a là un personnage qui, sortant de cette période particulièrement difficile de sa vie, cherche à rentrer au Parti communiste, tente d'y rentrer par 9 fois avant de réussir, et n'y réussit d'ailleurs qu'en falsifiant son dossier, en faisant falsifier son dossier, en vue de servir cette loi qu'il avait brisée. Je trouve qu'il y a là quelque chose de tout à fait étonnant qui montre la personnalité d'un homme qui renonce à ses préférences initiales, à ses goûts, à ses opinions personnelles pour se mettre totalement au service de la loi et qui ensuite fera une carrière particulièrement remarquable, repartant de la base. Au lieu de profiter de la réhabilitation de son père par Deng Xiaoping en 1978-79, il repart humblement de la base et, comme vous le savez, il franchit tous les échelons du parti jusqu'à devenir gouverneur de la province du Zhejiang, puis premier secrétaire du parti communiste en 2012 avant de devenir président de la République en 2013. Voilà, on a là un homme tout à fait paradoxal, je dirais, et qui illustre par ses péripéties biographiques la force de la loi. Alors la loi ici, c'est une norme contraignante, hein. Il ne faut pas entendre la loi au sens où nous, occidentaux, nous la comprenons, c'est-à-dire la Constitution garante des libertés fondamentales. Non, la loi au sens légiste, c'est d'abord un outil contraignant. C'est la carotte et le bâton. La loi gouverne au moyen du shu, c'est-à-dire les peines et les récompenses, qui sont donc la carotte et le bâton. Cette loi, Xi Jinping s'y plie et il en est aujourd'hui l'instrument. Je pense que il est d'une manière tout à fait paradoxale par l'exemple de sa biographie, particulièrement pertinent pour illustrer ce que la loi en Chine attend de chaque Chinois. Nous avons tous la tentation, et les Chinois comme nous tous, ont la tentation d'affirmer leurs goûts, leurs préférences, comme dirait Han Feizi, leurs opinions personnelles, au nom d'une liberté qu'on peut comprendre, mais qui n'est pas dans le goût et dans l'idéologie de cette politique véritablement à la chinoise, qui est une politique, si vous voulez, autoritariste, de type autoritariste ou absolutiste. Voilà des mots sur lesquels il faudra revenir, si vous voulez, parce que ce sont pour nous un petit peu des gros mots. Nous connaissons très bien tous les différents aspects de la démocratie libérale, mais
pour ce qui est de penser l'absolutisme, au-delà de Thomas Hobbes et de Richelieu, eh bien, nous sommes vite à court et nous avons vite fait de confondre ces notions avec la notion de totalitarisme. Bon, donc là, il faudra reprendre Hannah Arendt, évidemment, pour voir quelles sont les différences et pour ne pas trop vite, si vous voulez, projeter des jugements en termes ou sous couvert de philosophie, projeter des jugements qui nous empêcheraient de comprendre ce qui se passe, à mon avis, d'éminemment original en Chine, et que nos présupposés philosophiques occidentaux ne nous permettent pas facilement de comprendre. Voilà, alors j'espère que ces quelques mots vous ont un petit peu, éclairé, sinon interpellé sur la nécessité de penser le choix qui a été fait de Xi Jinping comme président de la République chinoise par les élites chinoises et penser ce choix d'un point de vue philosophique, non pas pour le justifier ou pour l'approuver, hein, ce n'est pas mon but, hein, vous savez que je ne suis ni chinois ni encarté au Parti communiste, je ne cherche pas à justifier, mais je crois qu'on gagne à comprendre sans juger, comme disait Spinoza, judicere, non judicere, sed intelligere, non pas juger mais comprendre. Donc essayer de comprendre ce qui a pu se passer et ce qui a pu se passer en Chine dans les années 2008-2012, dans ces années où on a choisi Xi Jinping. Essayer de le comprendre à partir du substrat, du background, comme on dit, hein, de l'arrière-plan politico-spirituel qui était celui des élites dirigeantes dans ces années-là. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles réflexions sur la politique chinoise d'un point de vue philosophique.